Je vous présente au nom de Swiss Ice Hockey sur le online workshop sur le thème Royal Road, comment on marque des buts. C'est vraiment un intéressant thème qu'on peut utiliser en développement et sûrement avec les joueurs et avec les gardiens. J'aimerais vous présenter les référents aujourd'hui. Un, c'est Paolo Della Bella, il est coach du gardien à AC Lugano et aussi responsabilité pour le -20 de l'équipe nationale. Après, on a René Willener, il est head coach au -17 et -15 de Dragon Toon. Bienvenue les deux. Et mon nom, c'est Thomas Bäumle et je suis le producteur d'aujourd'hui. Oui, pour commencer, je vous prends votre Natel, s'il te plaît, et après, vous ouvrez le caméra de votre Natel et vous pouvez mettre sur le QR code. Et après, ça commence le vidéo. Et après, vous pouvez regarder le vidéo et ça commence. Et après, je donne le mot à Paolo Della Bella. Ok. Peut-être, Jean-François, allume. Retour. Oui, ton micro de ordinateur. C'est à moi que tu parles? Oui, exactement.
Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait, parce que je ne vois plus rien. Ok, pour les mots qui ont vu la série l'année passée, c'était la finale de la Stanley Cup et Dallas et Tampa Bay. Et puis, on a vu, il y a eu des jouets, des actions et des saves par le gardien qui étaient incroyables. Entre un gourmet, les gardiens, c'était deux Russes, Vasilevski et Khudobin. Et ben, ça, c'était un petit peu pour briser la glace. Et maintenant, on arrive au thème d'aujourd'hui, la Royal Road. Comme ça, on est parti. Comment sélectionner les sujets? C'est pas un sujet qui c'est fait seulement pour des gardiens, mais on a essayé d'approcher les sujets en pensant aux coachs, aux joueurs, autant que les gardiens. Donc, on est parti par une question et c'est comment qu'on va marquer des buts. Et c'est quoi les façons les plus courantes qu'on voit dans les championnats et comme ça. Mais la même question, on peut se la poser au contraire, vu qu'on est des entraîneurs gardiens, moi et Tomu. Et quels sont les défis pour les gardiens de but aussi? Donc, disons, marquer un but, c'est pas tout à fait facile pour un joueur, mais de l'autre côté, arrêter un pack, c'est pas tout à fait facile pour un gardien non plus. Donc, on commence en regardant, non, excusez, j'ai oublié de taper. On commence en regardant comment les gardiens vont approcher une action et donc arriver à faire l'arrêt. En fait, les gardiens commencent en lisant la situation, donc regardons quand le pack qui arrive à peu près jusqu'à la ligne bleue, c'est quoi qui se passe, c'est où les joueurs de son équipe et les adversaires pour reconnaître c'est d'où qui vont arriver les dangers et donc anticiper et réagir les conséquences en se positionnant par rapport à ce que c'est l'action. Puis, donc, il sort un petit peu du but et puis il commence à suivre les mouvements du pack et l'action en récalculant ce qui se passe à chaque fois que le pack il se rapproche au but. Une fois qu'il a suivi l'action, il va avoir à un moment donné une conclusion et c'est là que le gardien va faire l'arrêt. Et puis, une fois qu'il a fait l'arrêt, il doit avoir un rebound, un but, ou le pack qui reste avec les gardiens. Et là, les gardiens il doit encore soit récupérer parce qu'il est arrêté, soit se déplacer en suivant le rebound. Et cet cercle d'action, c'est une chose qui est répétitive. Les gardiens continuent à faire ça tout au long du match. Chaque action se passe, il lit, il anticipe, il se déplace, il fait l'arrêt, il suit le pack. On va voir en vidéo, ça c'est une vidéo qu'on va regarder directement sur la présentation. C'est fait exprès d'avoir les actions un petit peu plus longues, de façon à pouvoir expliquer aussi qu'est-ce qui se passe par rapport à cette continuum ici. Donc, on va voir. Maintenant, on va reconnaître la situation quand le pack se rapproche. Il arrive à la ligne bleue. Maintenant, on va voir, il est rentré, les gardiens, ils commencent à se positionner. On va voir bientôt les gardiens qui sortent du crease. Regardez vous voyez qui est sorti. Et puis, ils commencent à suivre l'action. Et regarde, maintenant, c'était un 4-2 tout au début. Maintenant, c'est s'est transformé plus dans une 2 contre 1 avec les deux joueurs dans le milieu qui peuvent faire l'action. Ils peuvent faire un shoot ou faire une passe latérale pour un shoot. Il choisit de faire passe latérale et puis le gardien doit se déplacer, faire l'arrêt. Ici, un super arrêt. Et une fois qu'il a fait l'arrêt, chercher les packs et puis continuer l'action en suivant les packs. Et comme
Vous voyez, encore une fois, il cherche, il réagit, il fait l'arrêt et puis il suit. Moment. Comment je fais? Excusez. OK. Et ça, c'est comme je dis, c'est une chose répétitive et c'est sur ça qu'on va toucher les choses après. En fait, mais non, c'est quoi que fait un gardien top international? Il y a des choses, des caractéristiques qui sont particulières aux gardiens et qui, si on regarde les gardiens qui jouent au championnat du monde, qui jouent dans la Ligue nationale, on va retrouver presque tout le temps. Bien là, au niveau des tailles, si on regarde les gardiens internationaux, ils sont là presque tous très grands, 1m85, 1m80, même plus. Ils sont physiquement très athlétiques, ils sont forts, ils ont de la puissance, ils ont des quick feet, de la vitesse dans les jambes, et le haut du corps, ils ont de l'agilité et toutes ces choses-ci, ils sont vraiment poussés à la limite pour être prêts à chaque situation. Une autre chose qui les caractérise, c'est le mouvement économique, surtout les mouvements latéraux. On voit ils sont capables de se déplacer sans vraiment perdre la position en étant tout le temps prêts pour l'arrêt. Et ça, c'est un des facteurs clés pour être un gardien au niveau international. Et puis, tout ce qu'on cherche dans un gardien, normalement, eux, ils ont presque tout. Acquisition, donc la capacité de lire tactiquement les jeux, la capacité de faire le tracking du pack aussi latéralement, comprendre le jeu, donc savoir qu'est-ce qui peut se passer dans l'action, être capable de prendre de bonnes décisions sous pression et surtout avec une intensité très haute des jeux. Tout ce qui se déroule, c'est très vite et ils n'ont presque pas le temps de reconnaître les choses, mais ils sont capables de le faire. Aussi, au niveau technique, ils sont des très bons patineurs. Et si on regarde les gardiens finlandais plutôt que même les Russes, les Canadiens, ils sont très vite, ils sont capables de changer les côtés sans perdre du temps. Et ils sont très bons avec le jeu de canne. En fait, si quelqu'un de vous a regardé les championnats du monde junior à Edmonton, on voit comme tous les gardiens partant par night des Américains, ils sont presque en 6e joueur sur la glace. Et tous les passes qu'ils font comme ça va aider l'équipe. Et encore, une chose qui les caractérise encore plus, c'est qu'ils exécutent tout ça à haute intensité tout le temps, soit qu'il soit le match, soit qu'il soit la pratique. Maintenant, on va rapprocher les thèmes de la journée, la Royal Road. Enfin, on a commencé par une enquête de Steve Aliquette, qui est un ancien gardien des New York Rangers. Steve, il a fait une étude qui a duré 3 mois. Il a analysé une centaine de matchs de la Ligue nationale et il a pris comme facteur clé pour son étude la conduite et le mouvement du puck à travers la zone ainsi que la distance au but. Et il a réparti les possibilités de marquer dans différentes façons entre deux domaines, des green shots et des red shots. Après, on va voir qu'est-ce que ça signifie, les green et les red. Fait, je pense presque tout le monde sait déjà qu'est-ce que c'est la Royal Road, peut-être vous l'appelez avec des autres noms aussi. Et puis la Royal Road, c'est cette ligne, cette tapis qui coupe verticalement la patinoire et va la couper en deux. Et donc, il divise la patinoire entre sa droite et sa gauche, comme on peut voir du dessin. Et on arrive à ainsi les green shots et les red shots. La définition des green shots, c'est, disons, les green shots, c'est tous des tirs avec un taux de réussite beaucoup plus élevé par rapport au but. Et puis, il y a 7 critères différents qu'on va voir dans une vidéo dans les prochains mois avec la Valiquette qui parle. Disons qu'environ un quart de tous les tirs au but, ils sont des green shots. Donc, si on pense que dans la Ligue nationale, en match, il y a en moyenne une trentaine de tirs par équipe, on a 7-8 shoots qui sont des green shots.
Par contre, les 70% des buts est marqué dans des situations de green shot. Donc, peut-être on doit, comme autant que coach, analyser la chose et voir s'il ne serait pas mieux de pratiquer et enseigner à nos joueurs à shooter plus de cette façon. De toute façon, ce qui va définir les green shots, c'est le temps. Le temps est limité. Normalement, un joueur il prend moins de demi-seconde pour shooter. Donc, le gardien il a moins de demi-seconde pour se positionner, régler son angle, la profondeur et chercher les packs pour faire l'arrêt. Donc, il y a vraiment peu de temps pour se mettre en position. En plus, les taux de réussite du gardien est plus faible puisqu'on a un changement de côté, donc le pack qui va couper la Royal Road, ainsi qu'un changement de visuel. Donc s'il y a un low high ou il y a un screen ou une déviation qui va obliger le gardien à changer son plan, son préavis. Et un red shot, par contre, ce sont les tirs qui ont un taux de réussite plus faible pour les joueurs, donc c'est plus facile que le gardien va l'arrêter. Et si des joueurs ils vont marquer sur des tirs comme ça, c'est ou parce que le tir était tellement précis que le gardien n'a pu rien faire, ou soit que le gardien a fait une faute. Normalement, c'est tous les shoots qui ont plus de demi-secondes, qui donnent plus de demi-secondes au gardien pour voir et sur le tir. Et les gardiens, il y a plus de chances de l'arrêter parce que les occasions, ils n'ont pas de mouvement, donc le gardien est déjà placé et il n'y a pas vraiment de difficulté. Maintenant, on regarde avec le QR code comme auparavant, on va regarder la vidéo où Valiquette va vraiment expliquer les différentes situations. Prenez le QR code et puis on continue. I've watched every single moment. Shots that I call the lead shot. And only 24% of all goals being scored this year have been off low percentage shots. Shots that I call red shots. High percentage shots are better than goals that have less than half percentage shots. There are 7 criteria that I can break down now. Possession across the railroad, passing across the railroad, deflection, one-timer, inside the railroad. Look at the set play here from the New York Islanders. Rather than shooting this long low percentage red shot, Johnny Boychuk gives a heads up slap pass to Josh Bailey in the high slot. Giving Penn Bishop very little time to make a decision.
shot is a quick passing play that occurs on either side of the Royal Road. This shooting sequence is tough for a goalie because you have less than half of a second of clear sight and setup time before the puck releases from the shooter's stick. But it's not quite as valuable as the Royal Road pass. The goalie has to move less distance into the fishing. On this bang-bang play, Chris Kreider sent a fantastic goal. That's Zuccarello. The back of the net before Reimer knows what happened. Goaltending in today's NHL is so strong, teams have no choice but to lay their bodies in front of the goalie. Ok. Je pense que vous avez eu le temps de regarder la vidéo. Et puis, on fait, comme Valiquette dit, les green shots dans son étude, ils ont pris les 76% de tous les buts. Et ils sont divisés dans comme ça, 22% des passes across the Royal Road, donc des passes qui coupent la Royal Road. Les 10%, c'est des screens, les 9,5% de one-timer de la même côté de la Royal Road. Les 9%, c'est des broken plays, donc tous les pas qui ont été déviés par les défenses ou par un joueur même de la même équipe. Puis 8,5%, c'est la possession, c'est quand les joueurs coupent avec le pack sur la palette. Encore 8,5% sont des déflections ou des rebounds. On a une chose très intéressante à voir, c'est si on regarde, plus que 30% de ces buts a été marqué avec le pack qui va couper la Royal Road. Donc, avec les gardiens qui doivent faire des gros mouvements pour se placer. Pendant qu'il va faire des mouvements comme ça, les gardiens, il doit s'ouvrir pour avoir de l'explosivité comme ça. Et c'est là que c'est plus facile de battre. Aussi, avec un mouvement très long, c'est plus difficile à suivre le pack au niveau des temps parce que le pack est plus vite que nous. Et il y a de bonnes chances qu'ils soient en retard sur l'action. Et si on regarde les red shots, c'est les 24% de tous les buts. Et puis, c'est des shoots avec des mauvais angles ou des tirs de la longue distance. Donc, comme on peut voir des deux photos, c'est un tir où le gardien il doit pas se déplacer et il voit bien les shoots. Ou sinon, ça pourrait être aussi un rebound sur des tirs, des red shots que le gardien n'est pas capable de bien contrôler. Et donc, ils vont donner une chance sur une easy shot. Maintenant, sur la même ligne de Valiquette l'année passée, moi-même j'ai fait une étude sur tous les buts marqués par les équipes U17 et U20 dans notre championnat suisse au niveau élite. Et disons que si on va regarder, la plupart des numéros, c'est plus ou moins les mêmes. Il y a des petites différences. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup plus de buts sur rebound. Et par contre, si on regarde toutes les situations où le pas qui va couper la Royal Road, on est plus ou moins dans le même pourcentage, 30%, 29%. On a le fait des rebounds qui sont un peu plus hauts et il
Et les red shots, les red goals qui sont aussi un peu plus hauts, 33% pour les U20 et 30% pour les U17, ont des raisons on a tiré des conclusions sur ça. Et disons, par rapport à la Ligue nationale, les gardiens ne sont pas encore complètement formés, donc il y a encore beaucoup de potentiel qui doit développer. Disons, un gardien U17 n'est pas encore tout à fait expérimenté pour contrôler toutes sortes de situations qu'on va avoir au niveau de Ligue nationale. La qualité des équipes et donc les exécutions des systèmes de jeu et la technique comme ça, comment la défense joue devant les gardiens comme ça, ils sont encore un peu plus ouverts par rapport à ce que c'est le jeu professionnel. Donc, ils donnent plus d'espace aux joueurs offensifs pour avoir des chances de marquer. Et puis, clairement, il y a encore une légère déviation des statistiques qui sont faites par la perception des buts. Ils sont clairement subjectifs. Il y a des buts qui pourraient rentrer dans deux catégories de situations. Et puis, j'ai essayé de les mettre dans la situation qui était pour moi la plus importante. Par exemple, l'OI, mais avec les pas qui coupent la Royal Road, je l'ai mis dans Passes Across the Royal Road, même qu'on pourrait aussi les voir un petit peu comme des LOI. Mais maintenant, sur le même, il y a une autre étude qui a été faite et c'est René Villeneuve qui a fait ça, a fait un super job en regardant et classant tous les buts du championnat du monde qui a eu lieu à Edmonton cette année. Et je donne la parole à René qui va vous expliquer ce qu'il a pu voir et observer. Merci René, c'est à toi. Vous m'entendez? Ja. Paolo? Oui. Très bien. Salut à tous. Merci d'avoir laissé auditionner ici. J'espère que vous comprenez mon français. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre immédiatement. Paolo, ton microphone. Ah ouais? Non, je peux le chercher. Oui, merci. Donc, je fais un travail pour mon pro-licence. Je veux étudier comment l'offensive peut être améliorée ou comment on peut marquer plus de buts dans le jeu. Avec ces résultats, je veux montrer ce que cela demande pour le skill et l'entraînement d'un joueur. Pour ce travail, j'utilise diverses études qui servent de base à mon test de diplôme et avec lesquelles j'ai analysé les buts de la dernière championnat du monde. Une étude, comme Paolo dit, est le Royal Road. Et je peux vous montrer quelques idées sur le Royal Road et la dernière championnat du monde. Tous les buts ont été répartis dans les catégories du Royal Road. La distribution en pourcentage correspond bien avec l'étude de Steve et Paul, comme nous avons vu plus tôt. En effet, on a noté que moins de buts sont marqués après un broken play et plus de buts sont marqués avec une action qui se déroule devant le but, comme les catégories rebounds ou deflections. Je pense une raison à cela d'après l'observation est que le joueur dans ce tournoi en avait de très bonnes skills. De plus, il est évident que le red goals était principalement atteint lorsqu'un team nominalement plus fort jouait contre un team plus faible, par exemple Canada contre Allemagne ou les États-Unis contre Autriche. J'ai étudié plus en détail comment les buts sont produits. Je voudrais vous montrer cela avec l'exemple de Pass Across the Royal Road. Merci, Paolo. J'ai utilisé un heatmap pour afficher graphiquement les tirs au but et les passes dans la catégorie Pass Across the Royal Road. Le heatmap montre avec un calcul où sur la classe de passe ou le tir au but a été effectué le plus souvent.
Si la zone colorée est plus petite, le calcul est plus précis. Sur l'image de gauche, nous voyons les passes et à l'image de droite, nous voyons les tirs au but qui sont produits dans le match 5 contre 5. Le heatmap montre clairement que les passes ont été jouées de partout en zone offensive. Cependant, il existe une petite tendance que le pass soit joué au niveau de hash marks. Le heatmap est plus clair au tir au but. Le tir au but qui ont mené au but ont été tirés près du but. Pendant les observations de jeu, j'ai remarqué ça. Les jeux qui ont conduit de pass across the railroad ont été principalement exécutés low to high. Donc, avant le pass, la puck a été jouée de la goal line vers la ligne bleue. Cela a été un peu une surprise pour moi parce que j'aurais moins entendu cette passe dans des situations comme celle où de jeu zone play. Paolo, merci. Au power play, le heatmap ressemble à la heatmap de 5 contre 5. Même si moins de buts étaient marqués et qu'un calcul inexact serait possible là-bas. Mais ici aussi, on peut voir que la passe et le tir au but ont été effectués en fond dans la zone. Il y a une petite différence en précédent heatmap, mais je pense un peu avec le contexte de powerplay setups avec le Teams. Si on regardait le heatmaps de pass across the railroad, on peut faire une déclaration suivante. Afin de marquer un but avec de pass across, le joueur doit avoir un skill set parce qu'ils doivent s'affirmer sous la pression avec la puck, que ce soit pour un pass, un tir au but ou un déchachement en son slot. Alors, finalement, je comparais les 6 meilleures équipes de la Coupe du Monde. J'ai comparé leurs valeurs qui résultaient de la différence entre le but attendu après Pass Across the Railroad et le but réellement marqué après Pass Across the Railroad. On peut voir que mieux une équipe est classée, il y a plus de buts marqués avec Pass Across que ce à quoi on pourrait s'attendre. Ça nous voyons sur le graphe. Si la valeur est supérieure à 0, le team marquait plus de buts dans cette catégorie que prévu. Comme déjà dit, cela dépend certainement des compétences de joueurs. C'était un petit aperçu de mon travail. Quand j'aurai fini le travail, je serai heureux de la partager. J'espère que vous avez compris mon contenu. Sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci pour votre attention. Paolo, wir hören dich nicht. Du musst das Mikrofon einstellen. Danke. Paolo, wir hören dich immer noch nicht. Pour les autres, on peut voir la vidéo avec le QR code quand il est voir le display. Ok. Tac. Avant, je m'excuse, c'est la première fois que je fais une présentation par Teams. Il y a des choses que je ne connais pas encore vraiment beaucoup, comme les choses du volume. Bien. Et maintenant, René a aussi coupé en vidéo ensemble du championnat du monde. Comme avant, il y a les links ainsi que les QR codes. On peut regarder ça et puis on va prendre les recommandations.
peux voir le but dans les différentes situations, pass across the Royal Road, maintenant screen. Et on voit vraiment comme certaines situations donnent une difficulté beaucoup plus grande au gardien. Et non, il ne voit rien, il ne peut rien faire. Ça, c'était le but à nous, par Knach. Et cette situation aussi, le peu que ça change complètement des zones. Et puis, pour les gardiens, c'est vraiment difficile de pouvoir trouver le pas et réagir des conséquences dans un temps très, très petit. Broken play, c'est une situation qu'on ne peut pas voir arriver. C'est des déviations qui sont faites par des joueurs à nous, donc qui rendent vraiment difficile pour les gardiens de réagir à la situation assez vite. Possession across the Royal Road, on va couper, on rend difficile le gardien, il est obligé à s'ouvrir pour pouvoir se déplacer. Déviation aussi. Le gardien doit réagir à une situation qui va changer très très vite et ça change complètement ce que c'est la stratégie pour l'arrêt. Un green rebound, c'est un rebound sur une situation de green shot. Ici, c'est un screen. Le gardien Askarov, il va donner le rebound et puis ça devient vraiment difficile. Parce qu'on perd le pack 2 fois. Puis on a le red goal. Vous voyez, c'est le but où le gardien il y a tout le temps pour lire et réagir. Ici, il y a bien plus qu'une demi-seconde. Il y a d'un côté la faute du gardien qui a peut-être choisi mal sa stratégie, d'un côté la précision. Bien, comme on a vu, il y a des buts qui sont incroyables. On a vu dans les vidéos à René. Et puis, ça nous amène en question. Parce que si les 70% des buts est marqué avec des situations qui sont classées dans cette situation de la Royal Road, comment on doit organiser nos pratiques, comment on peut pratiquer ces skills pour donner la chance à nos joueurs d'être prêts pour marquer. Bien, quand on pense à des drills à faire dans nos pratiques,
si on veut les rendre vraiment game-like et on veut donner la chance aux joueurs de pratiquer et d'entraîner ces choses, on doit penser à mettre les éléments suivants dans nos exercices. Des fois, il va y en avoir deux, trois. Des fois, on va pratiquer seulement une chose en particulier. Mais si on fait des scoring drills, on doit penser à avoir des passes vite qui vont couper la Royal Road de façon à habituer les joueurs à contrôler les packs et puis shooter vite. Et aussi de l'autre côté, à entraîner le gardien à être vite en position en changeant de côté. On doit clairement mettre des screens, des déviations, obliger les joueurs et les entraîner à aller pour les rebounds. Aussi que des situations où il y a des one-timers sur la même côté de la Royal Road plutôt que les gars qui va couper la Royal Road et va shooter. Et c'est important d'avoir ces situations dans les pratiques parce que comme ça, les joueurs ils vont s'habituer à jouer avec ces petites choses et aussi les gardiens peuvent s'habituer à ces situations. Donc, c'est une win-win situation si on regarde les gardiens et les joueurs. Bien, si on va prendre le take-home message, c'est quoi qu'on peut prendre de cette présentation? Et c'est, bien, au niveau de formation, on doit intégrer les éléments de la Royal Road, on doit les incorporer dans nos pratiques, parce que seulement comme ça, les gardiens et les joueurs ils vont se développer encore mieux de ce qu'on fait maintenant. Aussi, c'est important de familiariser les joueurs et les gardiens avec les sujets. Donc, c'est très bien de montrer à l'équipe, parce qu'à la fin, les joueurs et les gardiens sont à l'équipe les différentes situations pour faire qu'ils soient capables de voir et puis de comprendre pourquoi il est important de faire des choses comme des passes. C'est important de jouer avec certains éléments. Aussi, quand on pense aux pratiques, c'est important aussi d'entraîner les gardiens à ces situations. Et puis, l'entraînement gardien n'est pas seulement une chose qui a lieu pendant des séances spécifiques. Donc, ce n'est pas l'heure qu'on a pendant la semaine où les coachs gardiens, il va sur la glace avec les gardiens qui fait l'entraînement du gardien, mais on peut et on doit travailler avec les gardiens pendant les séances d'entraînement d'équipe. Et puis ça ne signifie pas faire des exercices qui sont spécifiques aux gardiens, mais simplement intégrer des éléments qui sont bons, soit pour les joueurs, soit pour l'équipe. En fait, un entraînement d'équipe est toujours un entraînement pour les joueurs et les gardiens. Et je dirais qu'en fait, l'approche du développement des gardiens de but dans la formation des équipes consiste à créer un environnement dans lequel ils peuvent se développer avec des répétitions de qualité et une compétition constante. Donc, avec l'intensité et puis en donnant aux gardiens des répétitions qui sont faites avec une certaine idée. Donc, on ne va pas faire une centaine de shoots en 5 minutes, mais on va donner le temps aux gardiens de suivre les packs de façon à aller répéter les 5 points qu'on a vus au début pour comment faire un arrêt. Et ça va donner aussi de la qualité aux joueurs parce que les joueurs ils vont avoir les gardiens qui vont être tout le temps prêts. Et donc, c'est une autre fois une win-win situation pour les deux et donc pour l'équipe. Ben, moi, j'ai fini. Je m'excuse pour les audios d'avant. Je ne savais plus comment le mettre. J'espère que vous avez aimé et que c'était intéressant. Je vais redonner la parole à Thomas pour la fin. Merci beaucoup. Ja, merci beaucoup, Paolo. Merci beaucoup, René. C'était très, très intéressant. On a fait la même PowerPoint en allemand 2 semaines passées. Oui, ça m'intéresse un peu de l'écouteur. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez utiliser ça aussi pour dans la théorie avec les jeunesses. Peut-être vous avez déjà fait quelque chose ou qui travaille un peu ou qui a déjà
attendu ou écouté un peu de cette théorie? La main, c'est ouvert pour tout le monde. Si vous avez des questions, on a les experts là. Vous devez juste allumer votre microphone. Hein. Vous m'entendez? Oui, super, merci. Salut tout le monde. Merci déjà à Paolo, René et Thomas pour tout ça. À partir de quelle catégorie ou d'âge vous pensiez que c'est intéressant de sensibiliser les jeunes à la Royal Road? Bon, je crois ça vous pouvez commencer avec deuxième année, moins 15, après sûrement moins 17, vous pouvez sûrement commencer un peu aussi avec les théories et pour comprendre. Regarde, ça c'est les situations là. Et, et après, je crois, si vous utilisez, vous faites des entraînements dans les plusieurs années, vous comprenez qu'est-ce qu'il fait exactement. Je crois. Je peux ajouter, c'est aussi travailler avec la Royal Road, c'est pas seulement la situation qu'on voit là, mais c'est un enchaînement de bonnes habitudes. Donc, il y a des petites choses comme s'arrêter devant le but, aller pour les rebounds, qui sont des choses qu'on peut pratiquer à tout âge. Je trouve même, je dirais peut-être U11, c'est plus difficile parce que c'est encore mis en d'impact. Mais au niveau U13, le fait de rester devant le but, comme ça, c'est des good habits qu'on peut déjà donner. Puis la situation en soi, la Royal Road avec les passes comme ça, on doit avoir quand même un niveau technique un petit peu plus haut. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire au niveau U13, il y a des joueurs qui sont déjà pas mal, mais sûrement avec la U15, c'est plus facile d'aller faire certaines choses. Et comme je dis, il y a les bases, on peut les donner déjà aux jeunes, de façon qu'ils font déjà les bonnes choses, ils vont vers les buts, ils restent devant pour le screen, comme ça, c'est des choses qu'on peut faire quand même aussi au U13. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci. Autre question? Non, Non, c'est bon? non, c'est tout bon. Ok, super. Merci beaucoup pour votre attention et on se voit sûrement une autre fois. Hein? Merci beaucoup.